Bien sûr, remercier Gilles Penel pour sa présence parmi nous, remercier aussi Gauthier Boucher pour l'organisation de notre rentrée politique en Loire-Atlantique, et puis remercier aussi donc, Jean-Claude Blanchard, élu conseiller régional et donc présent ici même, et puis bien sûr René et son compagnon qui sont élus municipaux à Paimboeuf. Voilà, donc vous remercier chacun pour votre présence et puis vous dire que si on a choisi pour cette rentrée politique le thème de la ruralité, c'est pas un choix anodin, puisque la ruralité c'est le cœur de notre pays, c'est le cœur de notre France. La ruralité ce sont nos petits villages, nos communes, leurs clochers, nos champs, notre agriculture et toutes les personnes qui y vivent. Et nous avons bien conscience que la ruralité est totalement délaissée par les gouvernements successifs, par nos présidents, et nous avons à cœur de défendre notre France profonde et cette France qu'on appelle désormais périphérique. Il faut savoir que la ruralité est complètement délaissée au niveau des aides de l'État, qu'elle a moins de recettes fiscales, qu'aujourd'hui nous arrivons à des fermetures de classes dans les écoles, que les bureaux de poste, que les gares ferment, la désertification de plusieurs domaines, que ce soit alimentaire, la désertification médicale, la désertification des infrastructures routières avec des routes départementales qui se dégradent. Et on pourrait dire que les habitants de la ruralité subissent la double peine constamment, avec l'éloignement des villes, moins d'aide et aussi plus de charges, plus de frais, que ce soit avec l'augmentation du coût du carburant. Et donc nous voulons dire à ces gens-là de ne pas désespérer et que la prochaine campagne des européennes qui arrivent, ça va être le moment pour nous de défendre la ruralité française contre la mondialisation, contre l'Union européenne, et de faire comprendre justement aux Français que nous défendrons notre pays dans ce qu'il a de plus charnel, dans sa ruralité et dans ses campagnes. Donc voilà, ce sera aussi un des thèmes des européennes, je crois très important. Je crois qu'il est temps de s'intéresser un peu plus à la ruralité et peut-être de rétablir les budgets qui viennent plutôt aux grandes villes, aux grandes métropoles, et de l'investir plus dans la ruralité. C'est difficile de parler de ruralité aussi sans parler d'immigration, puisque aujourd'hui on impose des migrants dans nos campagnes, et finalement tout l'argent qu'on verse à des populations immigrées, on ferait bien de le verser d'abord aux Français les plus démunis et qui vivent dans cette France périphérique. Voilà. Donc Gilles prendra la parole. Gilles prendra la parole de manière beaucoup plus vaste là-dessus, parce que bien sûr nous avons des propositions sur ce sujet, et voilà, un exposé un peu plus élargi que le mien. Je voulais juste introduire ce propos parce que je pense qu'on est là au cœur de notre France quand on parle de ruralité. Donc je laisse Gauthier prendre la parole maintenant pour vous dire un petit mot. Merci Éléonore, merci à toutes et à tous pour votre présence. Vous l'avez vu dans ces conditions un petit peu particulières, puisque cette nuit des gens ont cru bon d'empêcher une réunion dans un climat qui est pourtant celui d'une démocratie, nous dit-on. Merci de votre présence. Vous prouvez que vous ne baissez pas les bras, vous ne baissez pas la tête face à ceux qui nous expliquent qu'on n'a pas le droit d'exprimer certaines idées. Nous disons que nous avons le droit d'exprimer toutes les idées, et notamment puisque c'est le sujet de cette grande réunion de rentrée avec Gilles, nous avons le droit de nous exprimer sur les sujets de la ruralité, sur les sujets du monde rural, de l'agriculture, de toutes ces crises dont vous a parlé Éléonore, des diverses désertifications au pluriel dont souffre notre monde rural, les déserts médicaux, les déserts numériques, et bien sûr la situation tragique, épouvantable que connaissent un trop grand
grand nombre d'agriculteurs qui sont, vous le savez, pâtissent d'une politique agricole. Ce n'est pas le seul problème, mais il y a notamment le problème de la PAC. Et pour faire cette première édition de cette fête de la ruralité, de ce grand rendez-vous autour des thématiques de la ruralité, qui reprend un peu ce qu'on a fait depuis plusieurs années à Montfort de Bretagne, autour de l'industrie, avec la fête de l'industrie et Gilles Le Breton. Pour ce premier rendez-vous, nous avons donc choisi Donges, qui est une commune un petit peu à la confluence des enjeux industriels et agricoles, parce que Donges, bien sûr, est situé au cœur de ce grand bassin industriel, de ce grand bassin d'emploi industriel-portuaire qu'est celui de Saint-Nazaire. Mais comme vous l'avez probablement constaté en vous rendant à Donges, vous voyez aussi que c'est une commune très rurale, c'est pas du tout urbanisé. Et donc, ce territoire est un petit peu à la confluence de ces enjeux, de ces deux grandes crises. Il n'y en a pas que deux d'ailleurs. Gilles parlera certainement de la crise migratoire. Il y a quand même deux grandes crises qui affectent notre système productif en France, qui sont la désindustrialisation et cette manière dont, par la politique agricole commune et d'autres choses, la situation de nos agriculteurs est de plus en plus calamiteuse. Eh bien, nous voudrions, après ce moment sympathique, militant, populaire que nous allons passer tous ensemble en déjeunant ce midi, nous voudrions, avec Gilles, qui est membre du bureau national du RN, nous voudrions vous parler de ces différents enjeux de la ruralité. Nous voudrions fêter tous ensemble la ruralité pour que demain notre France soit plus puissante et qu'elle le soit notamment avec les gens qui vivent, qui travaillent et qui font vivre la campagne, qui la font y compris rayonner en termes d'image. Ces gens qui font connaître les produits agricoles français, fromage, vin, ce que nous mangeons, etc. Les différentes productions ovines, bovines, porcines, parce que nous mangeons du cochon et nous ne voulons pas demain que l'on nous dise qu'il ne faut plus manger de cochon. Nous vous parlerons de tout ça et de la manière dont nous, politiquement, avec Gilles Penel et Marine Le Pen, bien sûr, nous envisageons demain que la ruralité française ne soit plus synonyme constamment de déclin, de choses négatives, péjoratives, mais soit vraiment quelque chose où tous les Français puissent être fiers, à commencer par ceux qui la font vivre, à commencer bien sûr par les ruraux, par les agriculteurs. Et donc cela, Gilles vous l'expliquera, et pour l'instant, Gilles va vous introduire, fera un long discours après, et bien sûr on va manger. Alors je voudrais remercier les organisateurs de cette belle journée sous ce soleil qui n'en finit pas dans notre Grande-Bretagne. On dit qu'il ne fait jamais beau, on a eu un été exceptionnel et c'est pas fini. Donc tous ceux qui ont organisé cette charmante manifestation, Gauthier bien évidemment, avec qui je suis en contact depuis de nombreuses semaines pour cette journée, Éléonore Revel, votre dynamique déléguée départementale, Jean-Claude, conseiller régional, nos élus de Paimboeuf et vous tous, chers amis, et nos hôtes, que je voudrais saluer, qui nous accueillent aujourd'hui chez eux, dans cette ambiance sympathique, dans ce cadre qui nous rappelle que la France est belle et que nous l'aimons. Alors, la fête de la ruralité, fêter la ruralité. J'ai envie de dire, c'est assez simple. Fêter la ruralité, c'est fêter la France. Parce que la France est probablement le pays au monde pour lequel ce mot de ruralité va le mieux. Vous le savez parce que vous avez de lointains souvenirs d'école, à une époque où encore elle n'avait pas renoncé à sa mission. Nous avons toujours été un pays de paysans, un pays enraciné dans le terroir. Je voudrais vous prendre un seul exemple que bien souvent on ignore. Les Gaulois, vous savez, les fameux Gaulois réfractaires, où nous sommes fiers d'appartenir. Les Gaulois, avant la conquête romaine, vendaient du blé à Rome. Voilà. Il y avait déjà du commerce. On n'a pas attendu l'Union européenne pour commercer, parce qu'on a l'impression que le commerce a commencé avec l'Union européenne, ou la mondialisation. Ben non, je vous informe que les Gaulois vendaient du blé et des grandes quantités de blé à Rome, qui était déjà une puissance très importante au 1er siècle avant Jésus-Christ.
Effectivement, depuis cette époque, nous sommes un peuple enraciné dans la terre. Alors bien sûr, vendre du blé veut dire que nos ancêtres, les Gaulois, moi cette expression ne me fait pas peur. Elle fut d'ailleurs enseignée pendant des décennies par la République pourtant laïque et tenue par des gens qui étaient plutôt à gauche, hein, qui n'avaient pas peur de cette formule. Nos ancêtres, les Gaulois, étaient déjà effectivement des paysans, étaient déjà des agriculteurs, étaient déjà des éleveurs. Et de leur époque à la nôtre, nous avons eu des siècles d'histoire où la ruralité s'est forgée, s'est formée sous différents aspects. Premièrement, la ruralité, ce sont des paysages. Ces magnifiques paysages de la France, que nous-mêmes, nous oublions parfois parce que nous sommes tellement habitués de les voir. Moi qui voyage beaucoup maintenant dans mes différentes fonctions au sein du Rassemblement national, que je sois en Provence, en Alsace, en Bretagne, en Aquitaine, dans le Massif central, quand je traverse cette France avec le train ou la voiture, j'ai toujours ce regard sur ces paysages. Ces paysages qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des paysages naturels. Ce sont des paysages qui ont été construits, forgés, pétris par le travail des générations précédentes. Le moindre bois, la moindre colline, le chemin, c'est une construction de nos ancêtres qui ont beaucoup travaillé pour nous construire ces paysages, que ce soit les vignes, que ce soit les champs de blé, que ce soit les vergers, que ce soit nos villages, avec leurs clochers, l'incontournable clocher. Ces paysages ne sont pas tombés du ciel comme ça. Ils sont le résultat de notre histoire. Ils sont le résultat du travail de nos ancêtres. Ils sont le résultat de leur souffrance parfois, de leur douleur et aussi de leur joie. Et puis la ruralité, c'est aussi, la ruralité française bien sûr, c'est aussi un mode de vie exceptionnel, qui n'a, pour ceux qui ont voyagé dans le monde, il y a des pays admirables dans le monde, il y a des civilisations formidables, nous les reconnaissons, mais je pense qu'il n'y a nulle part ailleurs qu'en France ce mode de vie à la française. Ce mode de vie à la française, c'est notre façon de manger, c'est nos produits du terroir qui sont différents. Dès qu'on fait 20 ou 30 km, on trouve des traditions différentes. Ce sont nos boissons, notre vin. Oui, le vin est un élément de l'identité française. Alors certes, je n'ignore rien, c'est bien les Romains qui ont apporté la vigne en Gaule, mais c'est en Gaule, puis en France, qu'elle s'est le plus épanouie, et c'est par le travail de nos vignerons et l'excellence de nos terroirs, de notre terre, de nos climats, que nous sommes le pays du vin. Oui, le vin est un élément de notre identité, comme le sont tous ces plats régionaux. Et puis, la ruralité, ce sont des traditions, des fêtes qui encore aujourd'hui existent. J'apprenais que la semaine dernière, il y avait à Soissons la fête du haricot. Vous voyez, alors on pourrait presque en rire, mais non, parce que derrière ces fêtes, il y a un passé, il y a un savoir-faire. Il y avait autrefois les fêtes des moissons. Les plus anciens se rappellent que lorsque la moisson était terminée, c'était des moments de grandes fêtes dans les fermes, ou des grands moments de joie, parce qu'on célébrait le travail, on célébrait notre savoir-faire, on célébrait les sacrifices qu'on avait faits. Et c'est tout ça la ruralité française. Ce sont effectivement nos villages. 36 000 communes, dit-on, à environ 35 000 villages. Ces villages qui, quel que soit l'endroit où on va en France, j'attire votre attention là-dessus, on va retrouver partout la même chose, le clocher. Le clocher et sa cloche. Que l'on soit chrétien ou pas, ce clocher et cette cloche fait partie du modèle français. Je voudrais ouvrir une parenthèse, et certains d'entre vous vont bien évidemment me voir arriver rapidement sur les terres où j'aime beaucoup être. Vous savez ce que faisaient et font
les musulmans, lorsqu'ils prennent la maîtrise d'un territoire, les conquêtes arabes des 7e et 8e siècles par exemple, la première chose qu'ils font quand ils arrivent dans une ville ou un village, vous l'ignorez probablement, la première chose qu'ils font, c'est de décrocher, de démonter les cloches. Pour eux, les cloches, c'est un symbole absolument épouvantable. Et on a des textes, par exemple, de la prise de Constantinople en 1453 par les troupes du Turc Mehmed II, où on a bien dans les chroniqueurs turcs qu'ils disent la première chose qu'ils ont fait, c'était enlever toutes les cloches de Constantinople. Je rends hommage à Philippe d'Auvilliers, qui a écrit un livre que je vous conseille, qui s'appelle « Les cloches sonneront-elles encore demain ?» Et pourquoi Philippe d'Auvilliers appelle son livre « Les cloches sonneront-elles encore demain ?» Parce qu'il a compris que si l'islam prenait le pouvoir dans notre pays, les cloches ne sonneraient plus. Alors quand je vois les bobos des villes qui viennent s'installer dans nos villages et qui demandent parfois qu'on fasse cesser la cloche à 7 h le matin parce que ça les empêche de dormir après avoir rôté leur champagne toute la soirée, eh bien forcément ça provoque chez moi beaucoup de choses. Je ferme la parenthèse. Nos villages, le clocher, la cloche. Nos villages, le monument aux morts, partout, dans toute la France, où s'égrènent ces listes interminables de nos ancêtres, qui étaient paysans, artisans, instituteurs, et qui ont donné la vie pour la patrie. Nous fêtons cette année le 100e anniversaire de la victoire de 1918. Oh, vous allez en entendre peu parler, parce que nos gouvernements préfèrent célébrer les périodes les plus douloureuses de notre histoire et pas les plus fasteuses. Là, rendez-vous compte, la France a gagné cette guerre. Ou alors, si vous en entendez parler, on va vous dire « Ah bah oui, mais on a gagné la guerre parce qu'il y a eu les Américains, parce qu'il y a eu les troupes qui venaient d'Afrique qu'on a fait venir. » Non, c'est faux. On a gagné cette guerre parce que le soldat français, qu'il soit de n'importe quel village de notre pays, à 2500 mètres d'altitude dans les Alpes, ou dans nos petits villages ici dans l'Ouest, eh bien, a quitté son village, a quitté sa famille pour aller mourir sur les champs de bataille de Verdun, de l'Artois, d'Argonne, de la Champagne. Et dans tous les villages de notre ruralité, il y a ce monument aux morts qui rappelle que c'est ça la France. Et puis dans nos villages, il y a l'école. L'école où, si elle n'est pas fermée, si elle est fermée, on voit encore ces monuments, cette école, on voit encore parfois école des filles, école des garçons. Alors certes, ça c'est l'école de la Troisième République, mais nous en avons la nostalgie de cette école-là. Quand on voit ce qu'est devenue cette école aujourd'hui, eh bien moi je suis un enfant de la laïque, parce que mes parents m'ont mis à l'école publique, dans l'école de la Troisième République. Dans les années 70, j'avais encore des maîtres d'école avec la blouse grise et les cheveux blancs qui étaient des instituteurs d'avant-guerre. Je peux vous dire que ces gens-là, j'ai un immense respect pour eux. Ils m'ont appris l'histoire de France, ils m'ont appris à lire, ils m'ont appris à écrire, ils m'ont appris à compter et ils m'ont appris, même s'ils étaient parfois de gauche, ils m'ont appris à aimer mon pays. Et bien dans nos villages, il y a encore ces écoles. Et puis ces fermes partout, parfois abandonnées, parfois en mauvais état, parfois en bon état, qui nous rappellent que nous sommes un pays de paysans. Je n'ai pas peur et n'ayez pas peur de ce mot de paysan. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prononcez ce mot, oh, paysan, mais pourquoi vous parlez de paysan? Mais quelle est la racine du mot de paysan? Pays, l'enracinement. Il n'y a pas plus beau nom que paysan. Oui, la France est un pays de paysans. Oui, elle l'a toujours été. Oui, nous avons toujours été une grande puissance agricole. Oui, nous le sommes encore malgré les énormes difficultés que connaît le monde agricole aujourd'hui. Nous le sommes toujours. Et nous devons défendre nos agriculteurs. Alors certes, on va dire, ah oui, mais ils ont développé une agriculture intensive qui pollue, etc. Mais qui les a poussés à faire cela? Les mêmes qui aujourd'hui leur disent qu'il faut produire sans polluer, ce sont les mêmes qui, à cause de ces subventions de la PAC, les ont poussés à faire de la culture intensive. Aujourd'hui, nos agriculteurs connaissent une situation dramatique. Marine, dans son discours de dimanche dernier, à l'heure où je parle quasiment, à la fête du drapeau à Mantes, charmant port de pêche, à Mantes, c'est pas tellement la ruralité là-bas, dans son discours, elle a rendu hommage à Guénaël. Guénaël, c'est cet éleveur du Morbihan, adhérent du Front National, ami d'Agnès
Richard, notre conseillère régionale, qui était cet agriculteur qui était parmi ceux qui avaient organisé le meeting de Marine à la Trinité-Porrouette dans une ferme en plein cœur du Morbihan et qui s'est malheureusement pendu dans sa stabule, comme de trop nombreux paysans, parce que réduits à la faillite, réduits à la honte de ne plus pouvoir gagner leur vie d'un immense travail. Eh bien, c'est ces gens-là qui forment la ruralité, c'est ces gens-là que nous défendons. Cette ruralité, ces paysages, ce mode de vie, ces activités économiques, cette formidable civilisation rurale, nous l'aimons. Nous l'aimons parce qu'elle est la France. Elle est la France. Vous voyez, à l'époque romaine, et nous discutions à table tout à l'heure, j'ai personnellement une grande admiration pour le monde romain, parce que je pense que j'aime beaucoup de choses dans le monde romain, la grande construction de l'État, l'État qui se faisait respecter, l'État juste. À l'époque romaine, construire une ville voulait dire civiliser. Et le mot cité vient de civilisation. La vie, on civilisait par la ville. Aujourd'hui, force est de constater que les grandes villes sont des instruments de décivilisation, sont des instruments d'ensauvagement de la société. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques mois. L'été et l'automne, nous avons tous les jours des faits qui nous montrent que nous sommes en train de basculer dans un ensauvagement terrible de la société. On vous tue maintenant pour un regard, on vous tue parce que vous n'avez pas donné une cigarette, on vous tue parce que vous n'êtes pas ressemblant à celui auquel appartient la bande. Et cet ensauvagement de la société est aujourd'hui très, très urbain. La ville devient la grande ville sous l'effet de l'immigration massive. Car il faut rappeler la cause numéro 1, sous l'effet de l'immigration massive est en train de devenir un lieu d'ensauvagement, un lieu de violence, d'une violence qui dépasse tout ce que nous avons connu. Les images maintenant circulent sur les réseaux sociaux. C'est aussi l'avantage de nos petits portables, c'est que ce sont de formidables instruments de flicage, mais c'est aussi des instruments qui permettent parfois de montrer la vérité que le journal de 20 heures ne montrerait pas. Eh bien, par rapport à ces grandes villes qui deviennent des lieux d'ensauvagement, de décivilisation, notre ruralité est encore aujourd'hui comme un environnement qui paraît, je dis paraît seulement parce que je vais venir à la suite de ce que j'ai à vous dire, qui paraît préservé. Et nous y sommes bien, et nous sommes très attachés à ce modèle rural français. Cependant, chers amis, ceux qui nous gouvernent, le système destructeur, mondialiste qui nous gouverne, s'en prend aujourd'hui à la ruralité comme jamais. Et cette ruralité, si elle est encore une bulle, un petit peu, où nous pouvons essayer de retrouver ce que nous avons aimé, cette ruralité, elle est aujourd'hui attaquée et agressée. Alors elle est attaquée d'abord par la mort du monde paysan. Nos paysans sont de moins en moins nombreux. Leur nombre fond comme neige au soleil, vous le savez. Il suffit de voir les courbes. Le nombre de nos agriculteurs, de nos paysans ne cesse de fondre. Il suffit de voir dans certains villages, il n'y a plus qu'une ou deux fermes. Et ceux qui restent n'arrivent même pas à gagner leur vie. Moi, je suis persuadé que les difficultés du monde agricole, les difficultés du monde paysan ne sont pas conjoncturelles. Je veux dire par là, c'est pas parce que la conjoncture est mauvaise, vous comprenez, c'est en ce moment. Non, il s'agit d'une opération délibérée des mondialistes, de faire mourir notre monde paysan. Parce que le monde paysan, il est le symbole de notre identité. Et tout ce qui est identité les dérange. Tout ce qui a les pieds dans la terre boueuse les dérange. Ce système désincarné, mondialiste, déteste par définition même ce qu'est un paysan. Et toutes les mesures qui ont été prises au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de l'Union européenne et des gouvernements français, est fait pour faire mourir le monde paysan. J'en suis intimement persuadé. La politique des aides, la PAC, dont beaucoup dépendent aujourd'hui, a été mise en place pour asservir le monde paysan,
nous nous disons, comme aujourd'hui beaucoup de paysans, parce qu'ils ont enfin le courage de le reconnaître, même dans leurs syndicats, on veut des prix et pas des primes. Ça veut dire quoi, des prix et pas des primes? Quand j'entends ce slogan, même à la FNSEA, qui n'est pourtant pas dirigée par des amis, je me dis que les choses commencent à bien évoluer dans ce monde-là. Ils disent, nous voulons vivre de notre travail. Nous travaillons, nous produisons, nous vendons et nous vivons. Nous voulons des prix. Mais qui a sans cesse joué à la baisse des prix, sinon ceux qui nous gouvernent, pour donner des primes? Parce que quand on vous donne des primes, on vous tient. On vous tient, et on vous tient tellement que les banques également vous tiennent. Et je pense qu'il y a un génocide paysan dans ce pays, qui est organisé, qui ne dit pas son nom. Notre ami Édouard Ferrand, que certains peut-être ont entendu parler, qui était député européen du Front National, malheureusement décédé il y a quelques mois, qui était bourguignon et qui était un admirateur de la terre, du mode de vie français, a publié son dernier tweet. Alors qu'il savait qu'il allait mourir dans les heures qui allaient suivre, il a fait son dernier tweet où il a publié une photo d'un agriculteur avec un panneau écrit à la main « Non au génocide paysan ». Vous voyez, ses dernières pensées avant de partir, il était hanté par cette disparition du monde paysan. Parce que s'il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de ruralité. S'il n'y a plus de paysans, il n'y a plus d'indépendance alimentaire. S'il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de préservation de nos traditions. Alors, c'est la première menace. Celle-ci, elle est menée par les mondialistes, elle est menée par l'Union européenne, elle est menée par les pseudo-ministres de l'agriculture. Quand on pense aux ministres de l'agriculture, des gens qui sont nommés d'un seul coup ministres de l'agriculture, qui ne savent pas faire la différence entre la neige et la rosée, entre un merle et une buse, entre un bœuf et un âne, et qui sont nommés d'un seul coup ministres de l'agriculture. Ça, c'est la première menace. Elle est grave. La deuxième menace, c'est que nos campagnes, nos villages sont abandonnés, comme l'a dit Éléonore tout à l'heure, abandonnés par les pouvoirs publics. On y ferme en ce moment les services publics partout. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chez moi, en Ille-et-Vilaine et en Bretagne, et chez vous, c'est pareil partout, les gendarmeries qui ferment partout actuellement. Alors, soi-disant, pour mutualiser, économiser, on crée des superstructures. Les gendarmes, maintenant, vont être à 50 km de la première ferme. Vous téléphonez, vous tombez sur un standard à Rennes ou à Nantes. Et nos gendarmeries sont en train de fermer. Nos écoles, les écoles rurales, 300 écoles rurales ont été fermées cette année. Alors qu'on dédouble les classes de CP dans les quartiers immigrés. Si vous êtes un petit Gaulois dans une école rurale ici, premièrement, votre classe de CP ne sera pas dédoublée, mais vous allez devoir faire dans la même classe avoir le CP, des CE1 et des CE2, et la prof maîtresse va avoir 35 élèves. Mais par contre, dans les quartiers envahis qu'ils ont baptisés, quartiers prioritaires, moi, au conseil régional, quand on évoque la politique de la ville, je dis mais prioritaire en quoi? Rien que le mot prioritaire. C'est-à-dire qu'il y aurait donc une rupture du principe d'égalité en France. Il y aurait des gens qui auraient le droit à plus de choses que d'autres. Rien que ce mot de prioritaire est scandaleux. Mais c'est quoi un quartier prioritaire? Prenez la liste, on l'a la liste. Ce sont les quartiers envahis, ce sont les quartiers aux mains des islamistes. C'est ceux dans lesquels on dédouble les CP, c'est ceux dans lesquels on dédouble les CP, et c'est ceux dans lesquels on offre le petit déjeuner le matin, alors que nos gamins, nous, dans nos zones rurales, ne l'auront pas. Alors on ferme les services publics. On a tout fait pour que les commerces ne tiennent pas. Cette classe politique qui aujourd'hui nous parle de rénovation des centres-bourgs, vous avez probablement ça à la région, rénovation des centres-bourgs, mais c'est eux qui ont construit ces immenses zones de grande surface anonymes, que vous allez de Bayonne à Strasbourg, de Lille à Brest, de Brest à Nice, vous avez les mêmes paysages, les mêmes enseignes, et qui ont provoqué partout la désertification commerciale. Ça, c'est la deuxième menace. Et puis dans les crédits, dans les politiques publiques, nos campagnes sont oubliées. Rappelez-vous l'un des slogans de Marine, la France des oubliés. Oui, oubliées parce qu'elle n'intéresse personne, elle n'intéresse plus les pouvoirs publics. La troisième menace, elle est plus récente, mais spectaculaire. C'est que les différents gouvernements, aidés par tout un tas d'idiots utiles, les idiots utiles que l'on trouve aussi bien dans les sacristies que dans les rédactions de journaux,
installe de façon imposée de plus en plus d'immigrés dans nos villages. Et ça, c'est le scandale absolu. Partout, dans tous les départements de France, le préfet a été chargé par le gouvernement de faire en sorte que l'on trouve de plus en plus de lieux pour installer ces immigrés. Aujourd'hui, les préfectures ne travaillent plus qu'à ça. Répertorier dans un département tout ce qui pourrait accueillir des CAO, des CADA, tous ces noms qui sont donnés pour installer de force des immigrés. On le voit partout dans l'Ouest. Ici, j'étais il y a quelques jours avec Patrick Le Fur, conseiller régional de Bretagne, à Arzano. Arzano, c'est particulièrement Finistère, hein, le Finistère de chez Finistère. C'est particulièrement emblématique. Grande gendarmerie, belle gendarmerie. On la ferme le 1er août. 1er août, cette année. Et là, on annonce, le préfet vient d'annoncer, qu'on allait y installer plusieurs dizaines de jeunes hommes. Parce que, vous savez, dans ces pays-là, quand on fuit la guerre, il n'y a que les hommes qui la fuient. Hein. Parce que moi, j'appartiens à un peuple, vous aussi, vous appartenez à un peuple. Quand on a connu des guerres, nous, on a connu des exodes. Hein, eh bien, les hommes emmènent leurs femmes et leurs enfants. Et parfois, quand ils ne peuvent pas emmener tout le monde, c'est eux qui restent. Nous, on avait une petite devise qui s'appelait les femmes et les enfants d'abord. Hein. Apparemment, c'est pas la même. Bref, on nous ment. Eh bien, à Arzano, on va installer des dizaines d'immigrés. Et c'est partout pareil. C'est dans toute la France. C'est Château-Double, ce petit village du Var, magnifique. Avouons que ça n'a pas été choisi totalement au hasard. Dans un petit village du Var traditionnel qui incarne l'identité provençale, perché sur les hauteurs au nord de Draguignan, aller implanter 72 immigrés dans un magnifique bâtiment. Voilà cette volonté de ces gouvernements. Et c'est en ça que la ruralité est agressée. C'est en ça que notre pays est agressé. Et alors, là, on trouve beaucoup d'argent. Il n'y avait plus d'argent pour les écoles, il n'y a plus d'argent pour les gendarmes, il n'y a plus d'argent pour la police, il n'y a plus d'argent pour nos liaisons en bus, pour nos TER à l'intérieur des territoires, mais par contre, il y a beaucoup d'argent pour installer ces immigrés. Entre autres, parmi ces immigrés, il y a les fameux mineurs isolés étrangers. Alors, ils ne les appellent plus mineurs isolés étrangers parce que, politiquement correct, il faut dire mineurs non accompagnés. En langage administratif, c'est mineurs non accompagnés. Donc, dès que vous voyez mineurs non accompagnés, vous avez compris, ce sont des mineurs isolés étrangers. Ils sont mineurs comme moi, je suis évêque. Mais c'est pas grave, ce sont des mineurs. Donc, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, des départements. Et on les installe partout. Moi, je vois, à côté de chez moi, Sens de Bretagne, gendarmerie qui ferme également, 25 mineurs isolés étrangers. Un mineur isolé étranger, pris en charge par les départements, coûte 4 200 € par mois au département. 4 200 €. Tous ces chiffres sont bien évidemment sûrs et vérifiés. 4 200 €, ça va coûter au département. Parce qu'ils vont avoir le droit à tout. Ces immigrés qu'on installe dans nos campagnes, ils seront logés. Et à Arzano, on trouve que la gendarmerie, le gendarme vivait là-dedans depuis des années, et personne ne s'était posé la question de savoir s'il fallait refaire un coup de peinture ou changer les meubles, mais là on va le faire. Parce qu'une fois que les gendarmes sont partis, on va faire des travaux, a annoncé le préfet. Ah bah oui, parce que pour ces gens entrés clandestinement en France, il faut aller plus loin. Il faut bien sûr refaire... il faut refaire les peintures, changer les meubles, refaire les sanitaires, bien évidemment. Alors on va les loger dans des conditions absolument indécentes par rapport à tous ceux, à ces millions de Français qui vivent dans des conditions de logement très difficiles. Très difficiles. Je ne parle pas seulement des SDF, je parle aussi de ces millions de Français qui sont mal logés. Mais ça, c'est pas la priorité. La priorité, c'est de loger dans un luxe incroyable comme à Château-Double. Je me suis rendu cet été à Château-Double. J'ai vu dans quel bâtiment allaient être installés ces 72 migrants. C'est une honte. C'est une honte avec terrasse privative, etc. Sous le soleil du Var, c'est une honte. On va les soigner entièrement gratuitement. J'apprends cette semaine que dans un rapport dit que dans le Morbihan, pas loin d'ici, 20% de la population de Morbihan ne peut plus se soigner d'avoir accès à certains soins pour des problèmes de coût. Mais eux, ils auront tout couvert, bien évidemment, y compris soigner les maladies qu'ils nous apportent. Troisièmement, ils vont être bien évidemment nourris. Et puis, le scandale absolu, c'est qu'ils vont être distraits. Ah ben bien sûr. Alors pour ne pas les laisser trop longtemps dans nos villages,
vers 9h, 9h30, on va voir les bus arriver. Et on les emmène avec un éducateur pour 4. Hein, bien évidemment, ils sont très encadrés. Et on va les emmener au Mont-Saint-Michel, on va les emmener à Disneyland, on va les emmener à l'aquarium de Saint-Malo, on va les emmener partout. On va les emmener partout où des millions de Français ne vont plus. Ne vont plus parce qu'ils n'en ont plus les moyens. J'apprends cette année que 30% des Français ne partent plus en vacances. Ben, ce n'est pas le cas des mineurs entrés clandestinement en France. Eux, on va pouvoir les emmener à la mer, au Mont-Saint-Michel, à l'aquarium de Saint-Malo, à Disneyland, etc., etc. Et ceci, dans nos villages, ça s'appelle de la préférence étrangère. Voilà, ça s'appelle de la préférence étrangère. Vous savez, nous avons toujours défendu la préférence nationale, que nous appelons maintenant la priorité nationale. C'était quoi? C'est de dire que le logement, le travail, les aides sociales devaient être réservés aux Français. Pour avoir dit ça, nous avons été accusés de tous les maux. Racisme, discrimination, nous attendons. Vous ne pouvez pas discriminer les gens comme ça. Et ces gens qui nous ont fait ce procès, qui nous disent que la priorité nationale, c'est pas possible, au nom de ces valeurs et de ces principes moraux, appliquent sous nos yeux, tous les jours, avec notre argent, j'insiste, la préférence étrangère. Alors on me dit, mais dans les instances où je siège, mais M. Penel, vous exagérez comme d'habitude. Je dis non, je n'exagère pas comme d'habitude. Parce que quand un mineur isolé étranger nous coûte 4 200 € par mois, vous allez diviser par 10 cette somme. Et vous allez obtenir à peu près ce que gagne un éleveur laitier dans l'Ouest en travaillant 60 heures par semaine. Il est là le scandale qui, moi, me provoque au fond de moi-même une colère qui n'est pas près de s'éteindre. Je les vois, moi, dans mon pays de fougères, ces éleveurs laitiers qui n'ont pas de week-end, qui n'ont pas de Noël, qui n'ont pas de vacances, dont les grands garçons ne partent pas en vacances parce qu'il faut aider papa à la ferme pour faire la traite, et qui gagnent 300, 400, 500 € quand ils s'enlèvent. À grand renfort de publicité, à Nantes, les 600 immigrés qui étaient là, qui occupaient illégalement cette place, on nous dit la police démantèle. Alors les gens, ah bon, c'est bien, hein, démantèle. Non, 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 non. Tout ça va monter dans des bus, on va aller dans les hôtels dans un premier temps, et après, on va les mettre à Arzano, on va les mettre à Saint-Brévin, on va les mettre un peu partout dans ce que je viens de vous dire, où on réquisitionne les anciennes gendarmeries, les anciens EHPAD. Parlons des EHPAD dans nos campagnes, où on nous a dit il n'y a pas longtemps qu'il n'y avait plus d'argent pour les EHPAD, et que nos personnes âgées vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Eh bien, c'est pas grave, on va mieux traiter ces immigrés. Alors, cette volonté de les implanter dans nos campagnes, elle n'est pas anodine. C'est une volonté d'agresser la ruralité, d'agresser ce qu'elle est, de porter atteinte à notre identité. Je ne parle même pas des problèmes de sécurité qui vont indéniablement se produire. Quand on introduit dans un village 72 jeunes hommes, ne prend-on pas un certain nombre de risques? Posons-nous la question. Et poser la question, c'est naturel. Quand on voit ce qui s'est passé en Allemagne, hein, dans certaines soirées vers Cologne. Alors cette ruralité, elle est agressée par cela. Partout, dans toute la France. J'ai fait la liste récemment, de toutes les implantations actuelles de migrants dans nos campagnes. C'est une liste interminable. Le département comme l'Aveyron, par exemple. C'est un nombre de sites incroyables qui sont en prévision pour installer. Pourquoi? Parce que l'immigration est en train de déferler sur notre pays. Ça n'a jamais été aussi grave. Jamais été aussi grave. C'est open bar. Il n'y a plus aucun contrôle, aucune frontière. C'est même tellement vrai qu'on va maintenant les chercher chez eux. J'ai vu un accord entre le gouvernement français, qui passe inaperçu, et certains pays d'Afrique subsaharienne, Niger, Mali, où on a dit que maintenant on irait directement là-bas pour prendre un certain nombre de migrants et les ramener chez nous. C'est-à-dire qu'on n'aura même plus besoin du bateau des mafieux, complices des mafieux de passeurs, l'Aquarius. On n'aura plus besoin de ça, puisqu'on va aller directement les chercher chez eux. La ruralité, chers amis, elle est aussi agressée, je voudrais vous en parler parce que c'est une chose qui est en train de se développer chez nous, et qui parfois peut apparaître comme étant plutôt sympathique, mais moi j'y vois une agression.
elle est agressée dans ses paysages aussi, par l'implantation forcée de champs d'éoliennes partout dans nos campagnes. Alors au départ, les éoliennes, c'est plutôt marrant. Ah, c'est beau, ça tourne, hein, puis c'est de l'énergie renouvelable. Oui, mais le jour où on a une éolienne de 180 mètres de haut, devant sa maison à 500 mètres, c'est devenu l'enfer. C'est devenu l'enfer sonore. Et c'est aussi un autre enfer dont on ne parle pas. C'est que la maison qu'on a héritée de ses parents, de ses grands-parents, qu'on a restaurée, on a investi dedans, elle est devenue du jour au lendemain invendable. Parce que les bobos veulent bien des éoliennes quand ils vivent dans les villes, mais certainement pas aller habiter devant un champ d'éoliennes. Et partout en Bretagne, dans l'Ouest, on développe partout ces champs d'éoliennes. C'est une agression contre la ruralité. Moi, je considère que c'est une agression visuelle qui pollue nos paysages. C'est aussi une agression contre le mode de vie que nous avons. D'autant plus que c'est un véritable scandale, l'éolien, car c'est contrôlé entièrement par les multinationales, qui ne sont pas françaises, qui sont allemandes, danoises, qui viennent faire beaucoup d'argent chez nous, et vous savez qu'ils revendent le courant à EDF à un tarif surcoté par rapport à ce que coûte le courant produit par EDF. Donc, c'est aussi une agression. Chers amis, vous voyez notre ruralité qui semble préservée, qui est encore si belle, est aujourd'hui menacée. Menacée comme l'ensemble du territoire français. Les menaces auxquelles nous devons faire face sont générales. Il n'y a plus de morceaux du territoire français de préserver. Même nos dom-toms, chers amis. Nos dom-toms subissent, dans l'indifférence générale, une immigration comme à Mayotte, par exemple, invraisemblable. Mais ce n'est pas seulement à Mayotte, c'est aussi à Saint-Martin, c'est partout. Il n'y a plus de morceaux du territoire français qui échappent aux menaces du mondialisme et à l'immigration massive. Alors se battre pour la ruralité, comme l'ont voulu les organisateurs de cette journée, se battre pour la ruralité, c'est se battre pour la France. C'est se battre pour cet exceptionnel modèle français. Alors ce modèle français, il est menacé. Mais ce sont les hommes qui écrivent l'histoire. Il n'y a pas d'histoire écrite par avance. Il y a aujourd'hui une résistance qui s'organise. Celle-ci s'incarne par le Rassemblement national. Ceux qui l'avaient enterré, déchantent déjà aujourd'hui. Le sondage qui a été publié il y a quelques jours par France Info Le Figaro annonce notre liste aux européennes, kiff-kiff avec la liste du gouvernement qui a tous les pouvoirs, qui croule sous l'argent. Tenez, je vais vous donner une petite information. Parce qu'on a beaucoup parlé du problème du financement de notre mouvement. Vous savez que nous avons 4 millions annuels de dotation publique en fonction de nos voix législatives. Et vous avez vu, bien évidemment, je ne rentre pas dans les détails, qu'on a voulu la supprimer, qu'on la supprime encore, etc. Est-ce que vous savez combien la République En Marche touche par an? Quand nous touchons 4 millions, la République En Marche touche par an 30 millions d'euros de financement public. Malgré cet argent, d'ailleurs, on se demande ce qu'ils en font. Parce que moi, je suis comme vous, je pense, je ne vois pas d'affiche de la République En Marche, je ne vois pas de militants, je ne vois pas de fête de la République En Marche, je ne vois pas de meeting de la République En Marche, je ne vois rien. Et je me dis, mais que font-ils de cet argent? Mais ils croulent sous l'argent. Ils ont tous les pouvoirs, tous les médias, tous les services à leur disposition. Et le sondage, alors que la campagne n'a pas démarré, nous annonce 21-21. Alors ça a fait beaucoup de bien chez nous, hein, parce qu'il y avait un petit peu de doute. Il ne faut jamais douter. Quand on a raison, on ne doute pas. Même si notre mouvement devait faire moins de voix demain, on a raison. Voilà. Mais ce n'est pas le cas, je vous rassure. Parce que nous ne ferons pas 21, mais nous ferons bien plus. Bien plus. Les Républicains sont dans un état de décomposition avancée. La fusée Vauquier ne décolle pas. Ne décolle pas, bon, c'est comme ça décolle pas. Voilà. Le robot, faire tout ce qu'ils veulent, le mettre avec M. Édouard Philippe dans un débat à la télé, ça décolle pas. D'ailleurs, ils se sont retrouvés en famille. Hein. Parce que M. Édouard Philippe, c'est quand même quelqu'un qui le connaît bien, M. Vauquier, qui appartenait au même parti que lui. Nous allons réaliser un très gros score aux européennes. Parce que les Français savent que, malgré nos défauts, nos
nos inconvénients. Mais quelle structure humaine n'a pas de défaut? Vous en connaissez, vous? Moi, j'en connais pas. Malgré nos défauts, ils savent que nous sommes la seule force organisée de résistance dans ce pays. Et nous allons réaliser un très beau score aux européennes. Et ce très beau score aux européennes va finir la recomposition de la vie politique. Parce que nous allons arriver en tête, nous allons être devant Macron, qui a mangé son pain blanc. Il a mangé son pain blanc, le petit marquis poudré. Hein. Il a mangé son pain blanc. Oui, pas comme dans Lucky Luke, avec le goudron et les plumes, mais au moins à cette époque-là, on savait comment traiter ceux qui faisaient du mal à la société. Nous allons arriver bien devant la liste de la République En Marche. Nous allons arriver très loin devant la liste des Républicains. Bien évidemment de la France insoumise, où l'ensemble du système médiatique a essayé de nous faire croire qu'elle était la principale opposition. Rappelez-vous, depuis un an, on nous dit le seul opposant à Macron, c'est Mélenchon, c'est la France insoumise. Mais non, voilà, le sondage, il est à 12%, il ne fera peut-être même pas ça, tandis que nous allons approcher bien des scores supérieurs à ceux qu'on vous a annoncés. Eh bien, il y a de quoi être optimiste, chers amis. Notre mouvement connaît des difficultés. Marine a dit avant-hier chez Bourdin, nous sommes probablement le parti politique le plus maltraité de France. Oui, nous sommes maltraités, mais dans tous les domaines. Regardez, il suffit de faire une réunion amicale comme celle d'aujourd'hui pour que nous soyons agressés, comme cette nuit. Savez-vous, parce que les gens ne le savent pas, même les gens du mouvement ne le savent pas, que la trésorerie nationale du Rassemblement national, notre trésorier national, n'a pas de carnet de chèques, car le Crédit du Nord, la banque, refuse d'en donner un, et que tous nos paiements doivent être obligatoirement, même quand c'est un paiement de 20 €, ce soit des virements. Même un carnet de chèques, ils ne nous le donnent pas. Nous n'avons pas le droit au crédit bancaire pour financer nos campagnes électorales. Nous sommes attaqués dans les médias comme aucun parti politique. On a même vu monter en escalade le délire, puisque notre présidente devrait être soumise à une expertise psychiatrique. Non mais, on nous aurait dit ça il y a quelque temps. On aurait dit, mais non, ça ils ne feront pas quand même, ils ne peuvent pas faire ça. Mais si, parce que les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et ils feront pire, nous sommes maltraités, nous sommes attaqués. Et pourquoi sommes-nous maltraités et attaqués? Parce qu'ils savent, eux, que nous sommes la principale force de résistance à tous les maux MAUX que je viens de vous décrire. Eux, ils le savent. Donc n'en doutez pas, vous. N'en doutez pas. Parce que eux, ils n'en doutent pas que nous sommes la seule résistance. S'ils pensaient que nous n'étions pas la seule résistance, n'inquiétez pas, ils ne nous feraient pas toutes les 1000 misères qu'ils nous font. Car je vous rappelle quand même que si le tribunal, la cour d'appel, nous a rendu 1 million d'euros, nous en avons quand même encore piqué encore un. Hein? Et nous crions, c'est une demi-victoire. Ce n'est pas une victoire. Cette histoire est absolument scandaleuse. Vous serez peut-être un jour condamné pour une affaire qui n'a rien à voir avec la politique française. Donc si vous êtes peut-être un jour condamné, vous aurez peut-être des amendes. Et pour payer ces amendes, on se sert déjà par avance. Non mais, juridiquement, il fallait quand même l'inventer, ça. Mais tout est bon contre nous. Tout est bon. Alors plus ils nous attaquent, plus soyez optimistes. Le jour où ils ne nous attaqueront plus, il faudra peut-être s'inquiéter. Notre mouvement connaît des difficultés, disais-je, mais il va bien. Nous allons reprendre l'offensive. L'année 2018 était une année sans élection. Donc une année sans élection ne mobilise pas politiquement les foules. C'est comme ça sous la Ve République. Et ce sera comme ça de plus en plus. À partir de la fin de l'année, début de l'année prochaine, on va être en pleine campagne des européennes. Et la campagne des européennes, c'est une campagne facile pour nous. N'est-ce pas, Éléonore, qui est déléguée départementale comme moi, nous le savons dans les départements. On n'aura pas de candidat à trouver, pas de compte de campagne, pas de liste à faire. C'est comme une présidentielle, en fin de compte. Hein, c'est une liste qui sera la même dans toute la France. De la Guadeloupe à Marseille à Donge, on votera pour les mêmes listes. D'accord?
Donc c'est une campagne qui va être facile à faire, qui sera très médiatisée, qui ne demandera pas beaucoup d'argent, donc ça c'est une bonne chose pour nous, et nous allons démontrer que nous sommes au cœur de la vie politique française. Les Français ne vont pas laisser se détruire leur mode de vie. Les Français ne vont pas se laisser envahir. Ils vont réagir. C'est obligatoire. Le problème, c'est qu'ils ont été endormis, chers amis. Ils ont tous les jours la perfusion, le poison qui rentre dans leurs veines. Le système médiatique, mais aussi l'école, mais aussi les prêches de certains curés dans des églises. Tous les jours, c'est le même venin. C'est le même venin. Donc ils dorment. Ils ouvrent un petit peu les yeux. Ils ont du mal à les laisser ouverts. Quel est notre travail à nous? C'est de leur ouvrir, puis de leur mettre des allumettes pour qu'ils ne les referment plus. Pour qu'ils regardent la vérité. Comment nos quartiers sont en train de changer dans les grandes villes, à une vitesse folle, et même dans nos villes de l'Ouest. Que ce soit Nantes, que ce soit Rennes, que ce soit Caen, toutes nos villes de l'Ouest, Brest, sont en train de changer profondément en quelque temps. L'insécurité qui s'apparente maintenant à un ensauvagement, je vous en ai parlé. La désertification de nos campagnes, c'était notre thème. Ils vont réagir. Et comme quelqu'un qui s'enfonce dans un marécage qui semble inéluctable, ils vont au dernier moment se raccrocher à une branche pour se sauver. Mais il faut que cette branche soit solide. Car si la branche craque en même temps, c'est mort. Cette branche, c'est nous. Il faut donc renforcer notre mouvement. Il faut renforcer notre appareil militant. Il faut renforcer notre recrutement. Il faut savoir s'ouvrir aux autres. Il y a des gens dans d'autres partis politiques ou à la périphérie de ces partis politiques qui pensent en partie comme nous, parce qu'ils sentent que c'est la France qui est en train de disparaître. Il faut s'ouvrir à eux, parler, négocier. Ce sera peut-être le grand débat des prochaines municipales, qui sont bientôt, je vous le signale, hein. Très bientôt les municipales. Hein. Le grand débat des municipales, ça va être peut-être de faire des listes avec des gens qui n'étaient pas avec nous hier. Mais il faudra le faire. Il faudra le faire parce que c'est une question de survie de notre pays. Et toutes les forces devront se mutualiser et se regrouper. Dans la tranchée, permettez-moi de revenir pour terminer là-dessus, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, dans une ambiance terrible qu'on ne peut même pas imaginer, nous, aujourd'hui, que notre peuple ne supporterait pas, comme notre peuple l'a supporté. Il y avait côte à côte l'instituteur laïque, bouffeur de curés, qui avait bouffé beaucoup de curés avant la guerre de 14. Et à côté de lui, il y avait l'aumônier. Ils portaient le même casque, ils entendaient le même bruit, du bombardement continu. Ils avaient les mêmes peurs, ils avaient les mêmes angoisses. Et côte à côte, ils combattaient, ils se soignaient quand un des deux était blessé. On donnait un coup à boire avec sa gourde parce qu'il restait encore un peu d'eau dans la gourde de l'instituteur pour l'aumônier. Cette fraternité des tranchées, nous devons la retrouver chez nous avec notre peuple français et avec des gens qui peut-être hier n'étaient pas avec nous. Parce que c'est une question de survie, chers amis. Survie de la ruralité, certes, mais survie de la France. Jamais notre pays n'a été autant menacé. Jamais. Jamais. Alors oui, mais dans l'histoire, il y a eu plein de crises, il y a eu plein de problèmes. On s'en est toujours remis. Oui, non. Oui, on s'en est toujours remis, mais pas là. Si nous perdons, si la France n'est plus la France, si le mode de vie français n'existe plus, on ne s'en remettra pas. Donc, il faut gagner. Et nous allons gagner. C'est pourquoi vous êtes là, c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi vous allez plus faire encore demain que vous avez fait hier. Que vous allez mener cette campagne des Européennes autour de notre mouvement. Dans quelques semaines, notre tête de liste sera dévoilée. Dans quelques semaines, la campagne va se mettre en place. Et puis les municipales, on y pense maintenant. On pense maintenant aux municipales. On n'attend pas que les européennes se terminent pour penser aux municipales. On pense maintenant aux municipales. Il faut gagner des mairies. Gagner des mairies pour gagner des cantons, parce qu'un an après les municipales, c'est les élections départementales. Il faut gagner des cantons. Gagner des cantons pour gagner des régions. Et gagner des régions pour gagner la présidentielle. Parce que
C'est l'ultime combat. Je le dis clairement, si nous arrivons aux prochaines présidentielles et que nous ne gagnons pas, ça va devenir difficile. Ça va devenir difficile parce que les maux qui nous frappent s'aggravent chaque jour, vous le savez. Quand on voit, je pensais une chose terrible ce matin, j'ai échangé avec notre présidente là-dessus ce matin, quand on voit cet article du Monde, qui s'en prenait hier à M. Jardin, le père d'une fille massacrée au Bataclan. C'est une horreur. C'est une horreur, ce monsieur dont la fille a été massacrée dans des conditions que je ne veux même pas évoquer ici, qui a le courage de dire « Moi, je ne pardonne pas à ceux qui ont fait ça, comme moi, je ne pardonnerais pas si on me faisait ça à mes enfants. » Eh bien, ce monsieur qui a eu le courage d'exprimer ses idées, qui a combattu contre l'ignoble programmation du concert de Médine au Bataclan, eh bien, ce monsieur aujourd'hui, parce que Le Monde, journal officiel du système, a décidé de l'attaquer, est aujourd'hui traîné dans la boue dans les médias, en disant que, bien évidemment, il flirte avec l'extrême droite, la haine, etc. On parle bien d'un père d'une fille assassinée. Eh bien, vous voyez, quand on voit ça, on se dit que les forces qui combattent contre nous sont plus fortes qu'on le croit et vont encore aller toujours plus loin. Eh bien, vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui, moi, me regonflent, si j'en ai besoin. Je pense pas. Qui me regonflerait pour repartir plus que jamais, pour faire encore plus pour mon mouvement, c'est de lire ce genre de saloperie dans ce journal. Parce que je me dis, au moins mes ennemis, je les connais, ce sont des salopards, parce qu'il faut être un salopard pour salir cet homme qui a perdu sa fille, qui la pleure tous les jours au Bataclan. Eh bien, rien que des petites choses comme ça doivent nous donner l'énergie de militer toujours plus, de combattre toujours plus, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré nos problèmes, malgré parfois nos doutes, c'est normal, le doute fait partie de la vie. J'ai appris autrefois, quand je l'ai dit soir, que même Sainte Thérèse d'Avila, une grande sainte, avait douté dans sa vie de l'existence même de ce qu'elle croyait. Mais nous n'avons pas le choix, chers amis. Nous n'avons plus le choix. Reconstruire des choses, faire... Attendez, en politique, on met des années, des dizaines d'années. Notre mouvement existe, il est enraciné, il est présent partout. Alors où je vous parle, d'autres amis du mouvement parlent d'autres tractages, des marchés, nous sommes présents partout. Les Français nous font toujours confiance. Les Français qui certes ont élu Macron, mais qui déchantent aujourd'hui. Et plus Macron va descendre, plus les gens diront « Ah, ben après tout, hein ?» Parce que c'était Macron-Marine quand même le duel, hein ? Ah ben, finalement, plus Macron sera mauvais, plus Macron sera impopulaire, plus nous allons devenir automatiquement populaires. Et oui, et même Marine, on lui rendra, vous verrez un jour hommage sur certaines choses qu'on lui a reprochées. Je parle de ce fameux débat. Hein, on le reverra, on dira, bah, finalement, on n'avait pas si tort là-dessus. Hein? Alors, soyons optimistes. On a une chance extraordinaire, c'est qu'on a derrière nous un héritage qui fait de nous des milliardaires. C'est l'héritage français. Alors qui s'incarne, c'est vrai, Gauthier, comme tu me l'as demandé, dans cette belle ruralité française, mais aussi dans nos villes. Parce que nous ne devons pas opposer ruralité et ville. Parce que ça voudrait dire que donc nous tirons un trait sur des pans entiers de notre territoire. Mais nos villes sont à nous aussi. Il n'y a aucun quartier qui n'est pas français. Avec nous, nous rétablirons dans chaque centimètre carré de notre territoire l'autorité française, le mode de vie français. Alors que nos gouvernements capitulent et laissent des pans entiers de notre territoire aux mains de l'ennemi islamiste qui est en train de prendre le pouvoir. Qui est en train de prendre le pouvoir. Alors, quand on sait tout ça, et vous le savez, quand vous avez la chance d'appartenir à ce beau mouvement qu'est le Rassemblement national, dirigé par Marine, femme courageuse, parce que après les présidentielles, hein, c'est pas évident, hein, elle aurait pu dire, écoutez, moi, hein,
Non. Non. Une femme courageuse. Quelqu'un de bien. Et vos dirigeants, ici, courageux, dans les instances où ils siègent, dans les sections qu'ils dirigent, dans ce département Éléonore de Loire-Atlantique, qui est un peu comme le mien, l'Ille-et-Vilaine, difficile pour nous, on peut le dire. Eh bien, vous avez la chance d'avoir tout ça. Et puis, nous avons avec nous des forces qui ne s'expliquent pas. C'est la Saint-Michel aujourd'hui. J'aime bien Saint-Michel. J'habite pas loin du Mont Saint-Michel et de voir cette statue de Frémier en haut du Mont Saint-Michel, ce chevalier conquérant, protecteur de la France, patron des paras et des chevaliers. Je me dis que c'est sous ces ailes d'archange qu'on doit placer aussi peut-être cette journée et qu'on doit placer notre réussite future. Nous avons un peuple, nous appartenons à un peuple qui a toujours su se battre, qui s'est battu pour préserver la liberté de ses enfants. C'est l'enjeu de nouveau, préserver la liberté de nos enfants demain, préserver leur mode de vie, leur identité, pour qu'ils puissent toujours boire un bon petit coup de vin et manger une belle côte de porc. Tout ça vaut le coup d'être défendu. Vive le Rassemblement national, vive Marine.